sur Santé Plus. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie tropicale négligée qui est la dengue. En fait, elle est négligée d'une certaine façon, mais pas tant que ça, puisque nous nous y intéressons aujourd'hui avec Louis Lambrecht, qui est exactement responsable de l'unité interaction virus-insectes à l'Institut Pasteur. On parle beaucoup des interactions entre les virus, les animaux, les insectes. Donc, est-ce que vous pouvez d'abord nous définir, à Agnès Renard et à moi, qu'est-ce que c'est que l'interaction entre insectes et virus? Alors, les insectes, comme nous, peuvent être infectés par des virus. Beaucoup d'entre eux, on n'en entend jamais parler parce qu'ils n'affectent que les insectes. Mais il y a certains virus qui infectent les insectes et qui nous infectent aussi. Et c'est surtout sur cela qu'on travaille, dans mon unité de recherche en tout cas, puisque ces virus qui sont transmis alternativement de l'hôte humain à l'hôte insecte, qu'on appelle parfois le vecteur, un peu à tort d'ailleurs, ce sont des virus qui affectent notre santé. C'est le cas des virus qui causent la dengue. Alors nous avons aujourd'hui ici Agnès Renard qui est aussi grand témoin de la dengue puisqu'elle l'a eu. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre expérience? Alors c'est une expérience pas très agréable, mais en dehors de cela, la dengue est un enjeu de santé publique majeur et donc votre travail il est absolument essentiel. On n'en parle pas assez souvent, pourtant un tiers de la population vit dans des zones à risque où on peut contracter la dengue. Donc c'est dû à un arbovirus qui est transmis par le moustique. Et comment fait-on le diagnostic ? Alors, il y a plusieurs façons de diagnostiquer la dengue. Un peu comme pour le SARS-CoV-2, maintenant les gens sont plus familiers de ces termes. On peut détecter le virus lui-même. Et donc dans ces cas-là, on peut détecter son génome ou bien certaines de ses protéines. Mais on peut également détecter les anticorps qui ont été générés à la suite d'une infection par ce virus, auquel cas on parle de tests sérologiques. Et là, on ne prouve que le fait que la personne a été infectée par les virus dans le passé, y compris en l'absence du virus. Mais est-ce qu'on peut soi-même, évidemment, moi je l'ai eu, donc j'ai commencé par avoir de la fièvre, mais ça ressemblait quand même de très près à une grippe. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui fait une différence notoire entre la grippe, la Covid et la dengue? Alors les symptômes de la dengue, ils sont très variables. Il y a quelques points communs chez les gens qui développent des symptômes, puisque certains n'en développeront pas du tout. Il y a un certain nombre de gens qui sont infectés, mais sans manifester le moindre symptôme ou très très peu de symptômes. Mais les symptômes les plus communs sont la fièvre, la fatigue, des maux de tête, des maux de ventre, des troubles digestifs, parfois une éruption cutanée. Et les symptômes peuvent aller à un stade beaucoup plus grave, et c'est dans ce cas qu'on parle de dengue sévère, avec notamment une sorte d'hémorragie interne, et ce qu'on appelle une fuite plasmatique, c'est-à-dire que les vaisseaux finalement ne contiennent plus le sang comme ils devraient. Et là, on assiste véritablement à un effondrement interne qui peut mener à la mort. Oui, alors justement, à ce propos, d'après les statistiques que j'ai là de l'OMS, 390 millions de personnes dans le monde qui seraient infectées, 90 millions de cas symptomatiques, et la mort survient dans quel pourcentage des cas dans cette maladie? Alors, des 390 millions d'infections par an, il y a un quart d'infections qui sont symptomatiques. Les 3 quarts restants ne sont pas tous asymptomatiques. C'est ceux qui ne sont pas détectés par les systèmes de santé. En fait, la proportion de cas asymptomatiques vrais, ceux qui n'ont vraiment pas de symptômes du tout, c'est plutôt de l'ordre de 5 à 10%. Ensuite, dans les symptomatiques, la proportion qui développe une forme sévère de la maladie, c'est aussi de 5 à 10%. Alors, vous avez décidé de dédier tout votre temps professionnel à cette maladie complexe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites? Est-ce que, je vous lance une première question, mais est-ce que c'est de l'observation en épidémiologie? Quel est le champ de votre travail? Est-ce que vous pouvez nous expliquer en détail? Très bien. Alors déjà, nous, on se place plutôt du côté de la recherche fondamentale, c'est-à-dire qu'on ne développe pas de vaccins ni de stratégie thérapeutique. Nous, on est vraiment du côté de la compréhension de cette maladie qui est très complexe. Et l'angle d'observation qu'on utilise, c'est celui du moustique, qui est le vecteur des virus. En fait, il n'y a pas d'infection sans moustique. La grande majorité de la transmission se fait par le moustique. Et le moustique lui-même est infecté. Il existe à l'intérieur du corps du moustique un cycle
infectieux, un peu comme chez nous, qui dure plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et qui est, somme toute, aussi compliqué que dans notre propre corps. Et donc, on voit l'infection du côté du moustique dans l'espoir d'y trouver des failles, d'y trouver des points faibles qui permettraient d'interrompre la transmission. Puisque finalement, le moustique est nécessaire à la transmission. Si on arrive d'une manière ou d'une autre à bloquer la transmission à l'intérieur du moustique, alors on interrompt la transmission du virus. Alors comment expliquez-vous, ce que je voudrais comprendre justement en rapport avec la Covid, on dit que le virus mute, qu'il y a des mutations régulières, ça devient plus dangereux ou moins dangereux. Et comment le virus fait-il ces mutations? Est-ce que le virus est conscient des obligations qu'il aurait pour survivre de muter? Non, le virus ne fait pas ça consciemment. Simplement, il est soumis, comme nous tous, à la sélection naturelle. Et à partir du moment où il y a des variants qui sont générés de manière aléatoire, tous ces virus, et nous-mêmes faisons des mutations dans notre génome, les virus en font beaucoup plus que nous parce qu'ils ont un génome beaucoup moins stable dans le sens où quand ils recopient leur génome, il n'y a pas vraiment de mécanisme pour vérifier la séquence et ils introduisent des erreurs beaucoup plus fréquemment que nous quand nous copions notre propre génome. Et donc en faisant ces erreurs de copie, il y a des variants de virus qui sont générés constamment, d'autant plus quand il y a un très grand nombre d'infections. Oui. Et les variants qui, par hasard, ont une mutation bénéfique qui va leur permettre d'être mieux transmis, notamment, vont augmenter en fréquence. C'est ce qu'on voit avec certains variants du SARS-CoV-2 qui, visiblement, augmentent en fréquence parce que les mutations qu'ils ont acquises par hasard, encore une fois, la mutation, elle intervient par hasard. Ces mutations-là s'avèrent être bénéfiques, contrairement à la grande majorité des mutations qui sont soit neutres, soit même délétères. Alors sur la compréhension de cette maladie complexe sur laquelle vous travaillez depuis déjà quelques années, est-ce que vous pouvez essayer de nous brosser les 3 choses qu'on sait de manière certaine et peut-être 2 ou 3 choses qu'on ne sait pas? À propos de la dengue? À propos de la dengue, bien sûr. Pas du SARS-CoV-2. Non, de la dengue. Parmi les choses que l'on sait et qui rendent la tâche très compliquée justement pour développer un vaccin ou développer des thérapies, c'est que la dengue est causée non pas par un seul virus, mais par 4 virus. On les appelle des sérotypes parce qu'ils ont des propriétés antigéniques différentes, mais néanmoins, ces 4 virus, qui sont génétiquement distincts, ne sont pas complètement indépendants les uns des autres. Et notamment, comme ils sont relativement proches, l'immunité envers l'un va avoir des conséquences sur l'immunité envers les autres. Cette immunité peut être partiellement protectrice, mais ce qui est pervers, c'est qu'elle peut aussi être aggravante. Et ce qu'on sait, un fait qui est maintenant quasiment établi, même si les spécialistes se disputent sur les mécanismes fins, mais tout le monde a accepté l'idée, je pense, parce que les preuves sont vraiment accumulées maintenant depuis un certain temps. Être immunisé contre l'un des 4 virus de la dengue, par une infection naturelle, ou par un vaccin d'ailleurs, fait qu'on est plus à risque de développer une forme grave avec un autre des 4 virus. Ouais. Et ça, ce phénomène pervers, il est lié à ce qu'on appelle, enfin on pense que c'est la facilitation par les anticorps, c'est-à-dire que les anticorps qui reconnaissent le premier virus qui nous a infectés vont paradoxalement faciliter l'infection par l'un des 3 autres. Ça se passe dans une fenêtre de taux d'anticorps qui est assez étroite, c'est-à-dire que quand on a un taux d'anticorps très élevé, ça protège. Mais si on est à un taux intermédiaire d'anticorps, alors ces anticorps vont, d'une manière ou d'une autre, pas bien reconnaître le virus. Et donc, au lieu de le neutraliser, ils vont faciliter son entrée dans les cellules immunitaires. On voit là que ces virus, c'est vraiment une question extrêmement complexe. Est-ce qu'il serait plus facile de lutter contre le moustique plutôt que contre le virus ? Eh bien, c'est ce qu'on fait déjà. Hein. À l'heure actuelle, la vraie méthode de prévention qui existe contre la dengue, c'est la lutte contre les moustiques. Ça ne marche pas parfaitement, malheureusement, mais c'est celle dont on a démontré l'efficacité et qu'on applique autant qu'on peut, parce qu'il n'existe ni vraie stratégie thérapeutique ou antiviraux avérés contre ces virus-là. Et du point de vue de la vaccination, il y a bien un vaccin qui a été commercialisé il y a quelques années par Sanofi Pasteur, mais on ne peut pas dire que ça a été un réel succès, puisque maintenant il n'est préconisé que pour des individus qui sont déjà séropositifs, c'est-à-dire qui ont déjà été infectés au moins une fois par le virus de la dengue, justement à cause de ce problème d'interférence, parce que finalement le vaccin agit un peu comme une primo-infection, ce vaccin-là en tout cas, met les gens plus à risque d'une dengue sévère
s'ils étaient séronégatifs lorsqu'ils sont vaccinés. Donc il faut faire du dépistage. En tout cas, Sanofi Pasteur recommande de dépister les gens pour ne vacciner que ceux qui ont déjà été au moins infectés une fois. Et quelle est la part de l'environnement dans cette multiplication ou ce développement de ce virus? Est-ce qu'il y a plus de cas de dengue? Est-ce qu'on en trouve plus qu'il y a une dizaine d'années? Est-ce qu'on en trouvera plus dans une dizaine d'années? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette question de l'environnement et de l'écologie, qui est quand même un trait fort de votre carrière aujourd'hui? Oui, tout à fait. Je m'intéresse beaucoup à ces aspects. Et il est clair que l'environnement a joué et continue de jouer un rôle énorme dans l'incidence de la dengue. La dengue est une maladie dont on retrouve les premières descriptions possibles dans l'Antiquité, et donc c'est sûrement une maladie assez ancienne, mais ça a vraiment commencé à prendre de l'ampleur que vers le XVIIIe siècle, avec des épidémies sporadiques dans les ports. Et là, en fait, on a compris rétrospectivement que c'était notamment le moustique vecteur des virus de la dengue qui s'était répandu à travers la planète, profitant du commerce transocéanique, de la traite des esclaves, et qui s'est implanté dans les ports un peu partout à travers le monde. Avec ça, l'importation du virus a permis ces flambées épidémiques, mais qui restaient assez ponctuelles. Ensuite, à partir de la moitié du XXe siècle, donc après la Seconde Guerre mondiale, on a vraiment eu un essor exponentiel de la dengue avec l'apparition des formes sévères, la fameuse dengue hémorragique. Et là, on a commencé notamment à avoir les 4 sérotypes qui circulaient en même temps, alors qu'autrefois, c'était plutôt un sérotype à la fois. Et c'est là qu'on a justement eu ces interférences entre sérotypes qui ont compliqué la donne. Et depuis, la dengue est non seulement endémique dans toute la ceinture tropicale, les 4 sérotypes co-circulent le plus souvent, et on voit la dengue qui s'étend même dans les campagnes, puisque jusqu'à présent, c'était une maladie plutôt urbaine. Mais depuis les années 90, elle s'est répandue également dans les zones périurbaines, dans les zones rurales. Donc on a vraiment un essor qu'on n'arrive pas à contrôler du tout. Conséquence négative de la globalisation, c'est ça? Voilà, ouais. Urbanisation, Urbanisation. Mondialisation, Ouais. ouais, ça, ce sont les ingrédients, mais qui sont vrais pour plein d'autres pathogènes émergents. Et donc pour venir à l'environnement, cette urbanisation incontrôlée dans beaucoup d'endroits, le réchauffement climatique qui contribue probablement, même si ce n'est pas aussi simple que de dire plus chaud égale plus de moustiques. Ouais. Y a des effets qui sont peut-être un peu moins intuitifs que ça, mais néanmoins, les moustiques qui transmettent les virus de la dengue ont tendance à se répandre, d'autant plus que les températures s'élèvent dans les zones tempérées ou subtropicales. Le moustique Aedes aegypti, qui est le vecteur principal des virus de la dengue, s'est implanté en Californie, s'est implanté dans le sud-est des États-Unis, il s'est implanté à Madère, il y a eu des épidémies de dengue quelques années après. Donc on voit bien que ces endroits-là sont maintenant de plus en plus sujets à des épidémies de dengue parce que le vecteur se répand. Et ça, c'est probablement pas que le réchauffement climatique, mais c'est sûr que ça n'aide pas. En France métropolitaine, il y a le moustique tigre, qui est un vecteur secondaire des virus de la dengue, qui se répand probablement pour plein d'autres raisons, dont la mondialisation et l'urbanisation, mais aussi probablement parce que les températures sont plus clémentes et sont plus favorables à l'infestation par les moustiques. Alors nos téléspectateurs, en grand nombre, vivent en Afrique subsaharienne. Quels sont les moyens de lutter, je dirais, chez soi, en collectivité? Et puis, qu'est-ce qui est fait? J'imagine que vous avez des collaborations. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, le moyen le plus accessible de lutter contre la dengue, c'est de se débarrasser de tous les gîtes larvaires où se développent les moustiques. Les moustiques qui transmettent la dengue se développent dans des récipients artificiels, le plus souvent. En Afrique, c'est un tout petit peu différent car il existe une forme native de ce moustique qui a une écologie plus proche de l'ancêtre de ce moustique qui vivait dans la forêt. Et donc on le trouve également dans des trous d'arbres ou dans des creux de rochers. Mais ceux qui transmettent les virus de la dengue en milieu urbain ou périurbain, ce sont des moustiques qui se développent dans des récipients artificiels. Tous les objets abandonnés à l'arrière de son jardin, tous les pneus usagés qu'on trouve au coin de la rue, tous ces récipients qui vont se remplir d'eau de pluie et qui vont pouvoir accumuler un peu de matière organique et donc être un gîte idéal pour que les femelles moustiques viennent y pondre leurs œufs et où les larves se développent. Si on élimine le moustique, alors on élimine le virus.
Sauf qu'évidemment, il suffit de quelques moustiques pour assurer la transmission. Donc il faut vraiment être assez exhaustif pour éliminer tous ces gîtes larvaires parce qu'on a démontré que des densités même faibles de ce moustique suffisent à permettre la propagation du virus. Est-ce que les gouvernements en Afrique et enfin dans les zones touchées s'occupent de lutter contre la dengue d'une façon efficace ou est-ce que c'est dévolu par exemple à l'Organisation mondiale de la santé, ce genre de programme? Alors ça dépend beaucoup des pays, je dirais. Il y a des pays qui prennent ça très au sérieux. Je pense à Singapour, où il y a un programme de recherche et un programme de lutte contre la dengue qui est très performant, très contraignant d'ailleurs. C'est un pays très organisé. C'est un pays très organisé. Je crois qu'on peut avoir une amende assez élevée si on découvre chez soi, si quelqu'un découvre chez soi des gîtes larvaires. Mais les gouvernements prennent, je pense, le problème assez au sérieux parce que le fardeau pour la santé publique et le fardeau pour les systèmes hospitaliers en cas d'épidémie, ça peut vraiment submerger le système hospitalier. Donc les pays le prennent assez au sérieux. Simplement, il n'y a pas beaucoup de moyens à notre disposition. La lutte contre les moustiques, ça ne marche pas parfaitement. Dès qu'on utilise des insecticides, il y a la résistance aux insecticides qui se développe dans les populations d'insectes. On n'a pas de vaccin ou pas de bon vaccin. On n'a pas vraiment de stratégie antivirale. Donc au final, on traite les symptômes. Et ça, c'est pas une stratégie d'avenir parce que c'est perpétuellement renouvelé. Est-ce que la nouvelle technologie, la e-santé, le big data, l'intelligence artificielle fait partie du quotidien de votre recherche ou est-ce que finalement c'est plutôt l'observation du moustique qui prédomine? Alors moi je ne peux pas dire que ma recherche intègre beaucoup d'intelligence artificielle ou de big data. Néanmoins, nous utilisons par exemple beaucoup d'approches qu'on appelle omiques, oui, parce que souvent on s'intéresse à la diversité génétique, puisque justement on cherche à comprendre comment évoluent ces virus et comment évoluent ces moustiques et comment évolue leur interaction. On caractérise la diversité génétique des virus, celle des moustiques, et pour ça on a besoin de techniques de séquençage, oui, à haut débit qui génèrent des données omiques, que ce soit génomique, donc l'étude du génome, ou transcriptomique, l'étude de l'expression du génome. Et toutes ces données, c'est des données assez massives, donc de ce point de vue-là, on peut considérer que c'est du big data. C'est du big data, oui. Mais de manière générale, ce qui nous motive, c'est de faire le pont entre la réalité du terrain, ce qui se passe dans un contexte naturel, réel, où les virus sont transmis dans leur écosystème, où tous les paramètres qu'on peut imaginer sont en interaction, que ce soit l'hôte humain, l'environnement, les moustiques, les virus, les bactéries qui sont présentes dans le tube digestif du moustique, par exemple, a été un de nos sujets d'études récents. Tout ça, on essaie de l'étudier dans un système réduit et simplifié en laboratoire à l'aide d'expériences. Mais on a vraiment besoin de retourner sur le terrain et de confronter les résultats du laboratoire à la réalité du terrain pour être sûr que tout ça s'inscrit dans une réalité qui n'est pas déformée, puisqu'au laboratoire, on a vite tendance à tellement simplifier les choses qu'on peut finalement découvrir des informations qui n'ont pas vraiment de pertinence dans une situation réelle. Donc notre métier, c'est vraiment de faire ce pont entre la complexité d'une situation naturelle et les découvertes qu'on peut faire à l'aide d'expériences bien contrôlées en laboratoire. Et alors si vous deviez faire le point aujourd'hui de la lutte contre la dengue en général, de votre point de vue et de celui des médecins avec lesquels vous êtes en contact, que diriez-vous? Vous êtes dans une phase ascendante, où c'est toujours à peu près stable, la lutte entre l'homme et le virus? Je dirais que la lutte n'est pas terminée, mais il y a de bonnes raisons d'être plein d'espoir. Et c'est une période très stimulante pour nous autres, en particulier, qui travaillons sur la relation entre l'insecte et le virus, parce que parmi les méthodes qui sont en cours de développement pour lutter contre la dengue, celles qui sont les plus prometteuses à mes yeux, je suis peut-être un peu biaisé, c'est celles qui visent le moustique, puisque on voit bien que les antiviraux, on n'en trouve pas qui fonctionnent bien. On voit que les vaccins, il y a encore des candidats en lice et j'espère bien que ça fonctionnera mieux que le vaccin de Sanofi Pasteur. Mais en tout cas, les techniques les plus prometteuses à l'heure actuelle visent le moustique à travers la manipulation génétique des moustiques pour les empêcher
soit de se développer carrément, soit de transmettre le virus. On peut d'une manière ou d'une autre les rendre réfractaires à la transmission. Après, l'enjeu, c'est aussi de remplacer la population de moustiques sauvages avec ces moustiques génétiquement modifiés. Et puis, il y a énormément de questions éthiques, d'acceptation du public et de réglementation qui vont contraindre ce genre d'approche. Parce qu'en plus, il faut des mécanismes pour forcer, on appelle ça du forçage génétique, pour répandre la construction génétique dans la population. Donc, c'est un vaste domaine et il y a encore beaucoup de travail. Et puis, il y a les méthodes qui reposent non pas sur la transgénèse, mais sur l'infection artificielle des moustiques par une bactérie qui s'appelle Wolbachia, qui est une bactérie qui est présente chez 60% des insectes, de manière générale, mais pas chez le moustique qui transmet les virus de la dengue. Cela dit, on peut transfecter les moustiques avec cette bactérie, en l'occurrence une bactérie qui vient de la mouche drosophile. Donc on peut faire ça au laboratoire. Et par magie, cette bactérie qui a tout un tas de propriétés, notamment de manipuler la reproduction du moustique, elle protège le moustique contre l'infection par les virus de la dengue, mais aussi du chikungunya, mais aussi de la fièvre jaune. Et donc on ne comprend pas encore très bien comment elle s'y prend, mais cette bactérie a vraiment une propriété étonnante qui protège les moustiques, pas à 100%, mais suffisamment pour qu'on puisse penser à partir de modèles mathématiques que la transmission de la dengue va être réduite au point de voir une différence dans l'incidence de la maladie chez l'homme. Et les premiers essais qui visent à évaluer cette stratégie, qui sont un peu l'équivalent d'essais cliniques, mais pour des moustiques, donc des essais entomologiques. Les premiers essais ont montré déjà que la bactérie pouvait se répandre dans une population de moustiques sauvages. Ça, c'était les premiers essais qui ont eu lieu en Australie. Et maintenant, il y a un essai en cours en Indonésie, dans la ville de Yogyakarta, où finalement, ils comparent des zones dans lesquelles les moustiques sont infectés par la bactérie Wolbachia, des zones où les moustiques ne sont pas infectés par la bactérie Wolbachia, et on mesure la différence de l'incidence de la dengue dans ces zones. Et on publié, le groupe qui mène ces essais, qui est piloté par le World Mosquito Program, ont publié récemment dans une publication qui n'est que intermédiaire. On attend la fin de l'essai et les résultats complets, mais les premiers résultats sont très encourageants, puisqu'en comparant une zone de 5 km² où les moustiques étaient infectés par Wolbachia avec une zone témoin où les moustiques ne l'étaient pas, on avait une réduction de l'incidence de la dengue de 73%, ce qui est énorme. C'est énorme, ouais. Il y a combien d'équipes dans le monde qui ont décidé de travailler sur la dengue? On a une idée, vous avez une idée assez précise de cela? Alors bon, la dengue reste toujours une maladie négligée, dans le sens où l'effort de recherche et la quantité d'équipes de recherche qui s'y intéressent est toujours insuffisante par rapport à l'ampleur et à l'enjeu de santé publique que ça représente. Vous l'avez dit, c'est plus qu'un tiers. Je dirais que c'est à peu près la moitié de la population mondiale qui est dans des zones à risque. Il y a plus de 125 pays dans lesquels la dengue est un problème. Et ça ne va qu'en augmentant. Donc c'est toujours insuffisant quand on voit ce que ça représente. Mais bon, dans l'ensemble, il y a quand même beaucoup de recherche qui est faite sur la dengue. C'est une maladie sur laquelle on travaille depuis au moins les années 70, 80, quand ça a commencé à devenir un vrai problème. Donc contrairement à d'autres maladies émergentes plus récentes où il y a tout à faire, je pense à Zika, je pense à SARS-CoV-2 où on avait quasiment des connaissances au niveau zéro. La dengue, on a quand même des années de recherche accumulées qui nous permettent d'avoir vraiment une vision plus complète peut-être. Ça ne suffit pas visiblement. Mais en tout cas, il y a vraiment une communauté importante qui travaille sur la dengue. À propos de SARS-CoV-2, pensez-vous que l'équipe de l'Organisation mondiale de la santé, qui est en ce moment en Chine, pourra arriver à savoir d'où est venu ce virus? C'est la grande question. On ne saura jamais parce qu'on ne peut jamais exactement retracer la chaîne de transmission initiale. On a des indices qui permettent de penser que par la proximité génétique de certaines souches qu'on isole chez la chauve-souris ou chez d'autres animaux, et chez l'homme, on peut essayer de retracer un scénario évolutif. Mais comme souvent, on ne peut pas réécrire exactement le passé parce qu'il aurait fallu être là au moment où ça s'est produit. Oui. Parfois, ce sont des événements uniques, rares, qui sont impossibles à rétrospectivement identifier. Donc ça veut dire que l'observation de terrain reste toujours un élément le plus pertinent?
Ah oui, ça j'en suis persuadé, oui. Que ce soit pour SARS-CoV-2 ou pour la dengue, les observations de terrain et je dirais les observations longitudinales. Il ne s'agit pas juste d'aller mener une enquête a posteriori pour essayer de comprendre ce qui s'est passé quand il y a eu un problème. Ce qui est important, c'est d'avoir une vision en continu, sur le long terme, de ce qui se passe en termes d'échanges de pathogènes à l'interface entre la population humaine et la population animale, en l'occurrence, parce que le SARS-CoV-2, tout comme les virus de la dengue, tout comme le virus Zika, tout comme le virus de la fièvre jaune, tout comme le virus chikungunya, et je peux continuer comme ça longtemps, sont des virus qui viennent des animaux, et d'animaux non humains. Ce sont des virus zoonotiques qui, à un moment donné, émergent dans la population humaine. Et ça, pour prédire ce genre d'événement, c'est impossible, à moins d'avoir vraiment une connaissance quasi omnisciente. Donc on n'arrivera jamais à cette connaissance omnisciente, mais on peut arriver à un niveau de connaissance qui permette d'anticiper les espèces et les endroits où c'est le plus à risque d'une émergence. Louis Lambresse, vous êtes responsable de l'unité interaction virus-insectes à l'Institut Pasteur. Agnès Renard et moi vous remercions de nous avoir apporté vos lumières. Et je pense que peut-être que nous allons vous redemander de venir une prochaine fois pour entrer encore plus dans le détail de cette maladie, la dengue, maladie tropicale négligée. Donc une invitation va vous être bientôt adressée. Prochainement. Avec plaisir, merci. Merci beaucoup à vous. Merci à tous. Merci d'avoir suivi cette émission. À bientôt.